des thèmes importants de ce rassemblement est sans aucun doute la Grande Traversée. Qui est de mieux placé pour nous en parler qu'un descendant de François Fréchette, qui a lui-même participé à cette Grande Traversée dans les mêmes conditions que son ancêtre. Tristan Fréchette est né et a grandi dans le quartier de Saint-Boniface, à Winnipeg, au Manitoba, dans une famille francophone. Être francophone dans un contexte minoritaire a soulevé chez lui une grande passion pour en apprendre davantage sur son héritage. Je vous présente Sieur Tristan Fréchette, colon de la Grande Traversée. Bonjour! Québec, la belle province, c'est tellement un plaisir, un honneur d'être présent devant vous, présent devant la famille, devant cousins, cousines. Peu importe comment loin les générations, on est tous famille, puis juste en vous voyant pour la première fois, c'est comme si je vous connais depuis longtemps. Donc, mon costume, sauf pour les souliers, je ne voulais pas mettre mes souliers de bois. C'était vraiment pas confortable, surtout pas sur un bateau qui tangue et qui est très glissant. Si j'aurais mis mes souliers de bois, certain que je m'aurais assommé à chaque. Moi, j'étais le dernier colon à m'habituer au mouvement du bateau. J'ai jamais été malade, j'ai été très chanceux, j'ai jamais été malade, mais je sais pas pourquoi, mais j'étais pas capable de développer le pied marin. La seconde que le bateau faisait un petit mouvement, j'étais comme, oh, je tombais d'un côté, et puis tout le monde riait de moi, surtout les autres colons. Et puis, ça aidait pas parce que dans la cale, quand il y a un bateau qui tangue, il faut juste qu'il y ait un petit peu de vent pour que le bateau commence à faire ceci. Et être dans la cale, premièrement, essayer de dormir. Okay? Si on essaie de dormir sur le plancher, ben tu glisses, tu frappes le mur. Là, le bateau tourne l'autre direction, tu glisses. Sur la première fois, on peut vous imaginer, on était super comme roller coaster, c'est le fun, montagne russe, puis on se tourne, on sort nos pieds, on glisse, oui, on se tourne, le bateau tangue, oui, jusqu'à l'autre bout. Et puis, pour la première, disons, 10-15 minutes, c'était fun. Là, essaye de dormir comme ça. Hein? Puis là, tu sens un corps juste rouler par-dessus toi. C'est comme, c'est correct, Anthony? Yeah, OK. L'autre direction. Et il s'en vient. C'était pas évident de dormir sur un bateau qui tangue. On est parti de La Rochelle. 33% environ au moins un tiers. La Rochelle servait au moins un tiers des colons qui ont quitté la France pour la Nouvelle-France. Un cinquième à un tiers environ. Et comme vous savez, La Rochelle était protestante. C'était une ville protestante. Et on a dû, peut-être sous pression ou pas, se convertir au catholicisme pour pouvoir faire la traversée. L'image des deux tours, c'est très, très, très puissant. Est-ce que vous savez pourquoi que cette image-là est tellement importante? Les deux tours, la tour de la Chaîne qui est à la gauche, la tour de Saint-Nicolas qui est à la droite, c'est les dernières choses qu'ils voyaient de leur terre natale quand ils ont quitté la France pour aller à la Nouvelle-France. Et quand ils ont quitté dans la pauvreté. Ils s'enfuyaient de la guerre. Il n'y avait pas nécessairement les moyens qu'on a aujourd'hui pour naviguer les eaux. Et non seulement ça, mais lorsqu'ils arrivaient en Nouvelle-France, il fallait qu'ils déchiffraient la terre, qu'ils construisent une maison, qu'ils fassent de la chasse, qu'ils fassent de la cueillette. Ce n'était pas nécessairement facile. Nous autres, on savait en 2007, on savait, OK, la seconde qu'on se débarque, qu'on était obsédé avec la bouffe pendant la traversée, il dit, on va à Corrigan, on va aller dîner, souper à la Concorde, on va aller prendre crème glacée, les chocolats favoris, ça est revenu souvent. Puis on avait ce luxe-là. Mais nos ancêtres, quand ils ont débarqué, ils allaient de la misère, ils ont vécu encore plus de misère pour encore vivre la misère à établir leur terre. Donc, mon chapeau à nos ancêtres qui ont travaillé tellement fort pour nous donner une nouvelle vie. Ça, c'était tout à notre départ. On avait l'air tout bien, pas crotté du tout. On était tout beaux,
Ça n'a pas pris longtemps avant que ça change. Vous allez voir dans ces photos-là, c'est pas mal, il y a un air assez comme solennel, sérieux. Ça ils n'ont jamais montré ceci dans la Grande Traversée. Ils nous ont demandé d'aller chercher des denrées, des produits frais dans les marchés, les contrats. C'est sérieux, toute cette affaire-là. On avait de l'air heureux, mais on savait, là, on va rentrer dans la misère bientôt. Sur le bateau de l'Espérance, ça s'appelle le Picton Castle, le bateau qui se retrouve à Lunenburg. Ils l'ont changé à l'Espérance pour les fins de l'émission. Donc, à la droite, c'était le réalisateur de la production qui vient de Saint-Boniface. Notre première nuit, il fallait dormir sur le quai. Et ça, c'est ce que nos ancêtres ont fait. À La Rochelle, on a pu rentrer dans une cathédrale protestante. On a reçu une bénédiction. Ça, c'est spécial pour moi, juste pour pouvoir avoir un moment spirituel. Eux choisissaient une identité pour toi. Mon identité, la seule chose qui manque, c'est une veste rouge. Mon identité, c'était comme un porteur de lanterne. So, mon identité, je marchais dans le cimetière, puis je tenais la lanterne. So, pendant toute la traversée, c'est comme, OK, monsieur de lanterne, let's go. Puis moi, j'étais la personne qui juste illuminait dans la cale pour les gens. Ça, c'était ma job. Et puis, mais so, tout le monde avait des différentes identités. C'était assez intéressant. Les femmes avaient besoin de porter des robes. Et ça, c'était pas facile, surtout que tu dois grimper dans les cordages. Puis on avait Alexandra qui voulait absolument pas porter une robe. C'était illégal pour les femmes à porter des pantalons dans ce temps-là. S'adapter à faire la traversée dans du linge qui n'était pas nécessairement commode pour faire le travail de marin. On avait des shifts de 4 heures le matin, 4 heures le soir. So, on appelait ça le 12 à 4, le 4 à 8 et le 8 à 12. On avait les tâches de marin à faire et en plus de prendre soin de nous autres. Et ça, c'était difficile parce qu'on n'avait pas, on n'avait personne qui était fixé à la cuisine au début. Il fallait tout le temps penser à qu'est-ce qu'on va manger le lendemain, préparer la nourriture du lendemain. Puis parlant de nourriture, on n'en avait pas beaucoup. Ça, c'est quelque chose que je ne veux plus jamais revoir de ma vie. Jamais, jamais. Les pains marins. Oh! Oui, c'est rempli de calories, mais imaginez du pain. Non, même pas. Du pain que vous avez laissé sur la table pour un mois. Dur comme de la roche. Il fallait, comme si on voulait le manger, il fallait le tremper dans de l'eau pour comme 5 minutes avant que tu puisses commencer à ronger avec tes dents pour commencer à en avoir. Ça goûtait comme du sable. C'était pas du tout bon. C'était rempli de calories, mais pas du tout bon. Puis, on avait du vin aussi, qui est devenu vinaigré, puis pas bon plus tard. On mettait dans le vin, puis on le mangeait. Ça, c'était peut-être la meilleure façon de le manger. Mais on pouvait pas, tu peux pas le casser. Il fallait prendre une hache, bam! Puis là, tu pourrais avoir un petit morceau. So là, tu dois travailler, tu n'as pas mangé encore, tu as faim. So, tu le mets dans la bouche, tu te fais un tir de corde, puis là, tu laisses la salive comme la ramollir. Yeah. Puis là, finalement, tu es capable de craquer, puis le manger. Donc, pain marin, je ne vous le souhaite pas. On avait des légumineuses, des fèves, de lentilles, des bines. Quand on trempe les lentilles, quand on trempe les bines, les fèves, il faut éventuellement les rendre à ébullition. Parce que sinon, si c'est juste la chaleur, ça va être rempli de bactéries. On n'a pas réussi, parce qu'on avait juste du charbon, on n'avait pas de bois pour pouvoir faire un feu assez efficace pour faire bouillir nos lentilles. Donc, quand on a mangé les lentilles, c'était rempli de bactéries. On est tous tombés malades, tout le monde. On était 6 à 8 colons qui sont tombés malades une nuit à cause de ça. C'est là qu'on a dû apprendre que, OK,
Si on veut bien manger, il faut être capable d'avoir du feu. Mais le feu sur un navire, c'est comme l'ennemi juré. Donc, il y avait nous autres, les colons, c'est comme, s'il vous plaît, on essaie juste de survivre, donnez-nous un peu de liberté. Il y avait l'équipe de production et il y avait les marins. Donc, c'est une école de bateaux. Il y avait plein d'autres marins qui savaient ce qu'ils faisaient et étaient responsables de notre sécurité. Une drôle anecdote, c'est que quand on perdait le feu, il fallait le rallumer avec le silex. Yeah. Et puis, des fois, c'était pas facile. Puis il y avait un temps, ça nous a pris 4 heures à juste tac, 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 frapper sur le silex pour avoir l'étincelle parfaite pour allumer notre feu. La seule chose qu'on avait qui était flammable, c'était comme la fourrure de cheval trempée dans la kérosène. Ça, c'était notre seule chose. Puis on devait l'utiliser comme papier toilette aussi. Ça brûlait. C'était pas plaisant. Je me rappelle, c'était comme un peu au début de la traversée, peut-être comme jour 9. On avait perdu notre feu, puis il y avait Bruno Forêt. Il frappait sur le silex, puis il voulait pas abandonner. Finalement, après 4 heures, on est comme, on va jamais avoir du feu, on va pas être capable de manger ce soir. On était tous déprimés. Il y a le feu, puis il crie, « I got fire! » So là, les officiers du bateau sortent. Where? Comme, tu sais, un feu sur un bateau au milieu de l'océan. Yikes! Puis là, il voit qu'il a juste réussi à comme, faire un petit feu dans le petit bol. Puis il est comme, fire! Woo! Et puis, en tout cas, j'ai jamais entendu des officiers crier, Don't ever say that on a boat! Never! Et puis là, Bruno était comme blanc. On l'appelait Sanchez puisqu'il avait l'air légèrement mexicain. Les poules. Les poules n'avaient pas de passeport. Je savais qu'ils devaient mourir et on ne pouvait pas les apporter à Québec. Il fallait les manger avant. So, c'était comme triste pour moi parce que j'ai été végétarien pour longtemps. Puis j'étais comme, si c'est pas nécessaire, pourquoi tuer les poules? Ils nous donnaient des œufs. Comme on peut faire des omelettes. Puis... Mais c'est vrai, il fallait les manger. So, moi, j'étais comme, s'il vous plaît, comme, au moins faites-le de façon respectueuse, humanitaire. Puis, oui, inquiète-toi pas, Tristan, inquiète-toi pas. Puis, Fanny Gauthier-Patoine, elle vivait sur une ferme, so elle savait comment, la bonne technique, la bonne éthique à abattre les poules. Puis, ce qui est drôle, c'est que j'ai tellement donné du fil à retordre aux colons. Puis là, après que j'ai mangé ma première poule sur le bateau, j'étais comme, OK, c'est quand qu'on coupe les autres, c'est quand qu'on abat les autres. Notre déjeuner, c'était du pain marin concassé, essentiellement, pain marin comme en poudre, on avait fait comme un gros mortier, on détruisait ces pains marins-là pour créer de la poudre, pour faire un peu comme un gruau. Avec le gruau, ça, c'était notre déjeuner. Notre dîner, c'était un peu de riz sauvage. Et notre souper, c'était la morue salée. Mais là, quand tu vois comme les autres marins qui marchent devant nous autres avec leur lasagne, puis salade aux fruits, puis évidemment, on salivait de la bouche. Il y avait un temps où on était affamés à ce temps-là. Certains marins étaient en train de juste grignoter sur des Cheerios, un verre de Cheerios. Puis ils ont comme échappé un Cheerio accidentellement. Près devant nous. Et puis là, ça tombait dans un endroit, on est nu-pieds, hein, comme, c'est un endroit rempli d'huile, de goudron, où qu'on a tout piétiné dessus. Et je vous mens pas, j'ai plongé pour ce Cheerio-là. Et puis, c'était le meilleur Cheerio que j'ai jamais mangé. Saveur de goudron, j'espère que ça va être en vente bientôt, mais c'était super, super bon. Puis, Cindy,
une des colons, Cindy, qui faisait partie de mon groupe, on était divisés en deux, a dessiné ceci. Puis ça, c'est Dirk, le premier officier. On était debout, collés l'un sur l'autre. Il pleuvait et on gelait. Puis on attendait juste la prochaine ordre, puis on gelait, puis on tremblait. Puis là, il nous voit, il a pitié pour nous autres. Puis là, il voit qu'il n'y a personne dans la production qui était autour, parce qu'il n'avait pas le droit de nous aider. Il vient, il prend, c'est juste de l'eau chaude. C'était même pas du thé, c'était juste de l'eau chaude, puis il vient nous l'apporter. Puis juste boire cette eau chaude-là, ça a fait toute la différence. C'est incroyable comment juste un petit peu de chaleur peut tellement te donner du confort. Je n'étais pas capable de trouver ma place dans l'aventure. J'ai eu une conversation avec Guillaume. Guillaume m'avait dit, Tristan, comme je te comprends, comme on essaie tous de trouver notre place dans l'aventure, mais on est juste, des fois, on n'est pas capable. Mais comment est-ce qu'on est capable de vivre pleinement cette aventure-là? Personne n'avait la réponse. Et c'était grâce à une lettre de Mylène Paquette. Ils ont dit que j'étais pour être le maître navigateur. J'étais responsable pour calculer la vitesse et la direction du bateau à chaque demi-heure et heure. Et là, je pouvais compiler les résultats et essayer de placer un point sur la carte où que je pense se retrouve le bateau. Et je peux aussi utiliser l'octant, un instrument de navigation. C'était un octant à ce temps-là. L'octant, c'est le prédécesseur au sextant. Oui, excuse-moi. Oui, le sextant existe. Dans ce temps-là, l'instrument, c'était l'octant. OK, so on a parti de La Rochelle. Puis là, on a descendu le long de l'Espagne. Puis là, ça c'était déprimant, right? Et puis, là, on descend aussi, puis on se demandait comme pourquoi? Finalement, c'était pour frapper le Gulf Stream, pour pouvoir prendre les alizés, nous rendre vers l'ouest, puis là, on montait. Ça, c'était quand on a nagé dans l'océan. Le capitaine a dit, ben le bateau bouge quasiment pas, on peut sauter à la mer. Être en train de flotter à l'extérieur du bateau, dans l'océan, avec 30 000 pieds en dessous de nous autres, au plein milieu de l'océan, c'est incroyable, avec de l'eau à pu finir. Ça, c'était nos costumes. Pas de caleçon. Il n'y avait pas de caleçon. C'est une longue chemise qu'on utilisait puis on rentre ça dans les pantalons pour agir comme des caleçons. Donc, c'était un peu une surprise pour les autres marins, parce que les colons, on voulait aller nager, et puis il fallait le faire au naturel. Ça, c'était la carte qu'on a utilisée. Ça c'est, comme vous voyez, c'est pas vraiment une carte qu'on reconnaît aujourd'hui. Il y a les îles Açores ici, puis il y a la côte d'Espagne. On mettait des points tout au long de la carte pour essayer de deviner où qu'on allait. Ça, c'est le lock. On lance ça à la mer, et puis à chaque 14 mètres, il y a un nœud. Après 30 secondes, on l'arrête. On le rentre, puis on voit combien de nœuds a passé, puis ça va être la vitesse du bateau. Donc, moi, j'avais la tâche qui était fun, c'était une tâche intellectuelle. Donc, j'avais des calculs à faire, je devais réfléchir, puis autre que juste tirer sur des cordes où tu n'as pas vraiment besoin, c'est juste la force physique, tu n'as pas vraiment besoin de penser, faire des calculs. Ça m'a aidé à vraiment me sentir bien et à l'aise comme navigateur sur le bateau. On était 50 en tout, avec les officiers, les marins, l'équipe de production et puis nous. Quand on est arrivé à Caraquet, environ une quinzaine ont quitté. Notre rôle comme colon était devenu beaucoup plus important pour la sécurité et les manœuvres comme marins. Mais une chance, par ce temps-là, on était devenus assez bons puis on comprenait quoi faire. On savait quoi faire. Eux, ils disaient qu'ils donnaient assez de calories. On ne les croit pas. Surtout quand ils nous ont enlevé la farine. Ils nous ont enlevé la farine, puis là, on ne peut plus faire de pain. Je pense qu'ils pensaient, on pense, notre théorie, eux ne font jamais nous le dire, mais notre théorie, c'est qu'ils pensaient que le groupe on était trop bien préparé.
et qu'il fallait qu'on souffle un peu plus pour la bonne télé. Right? Eux, leur mission, c'est faire une bonne émission de télévision. So, faut que les colons souffrent un petit peu. Là, on va leur enlever la farine, on va leur enlever le cognac, on va leur enlever le vin. Puis il n'y avait rien de mieux qu'après une nuit froide que tu rentres avant de te coucher et prendre un petit shot de cognac. Puis là, yeah. Et là, ils sont comme, va chercher la bonne Jeanne, puis vide le par-dessus bord. Puis leur excuse, c'était que, puis probablement qu'ils avaient raison. Si on a besoin des colons s'il y a des manœuvres d'urgence à faire, puis le colon est comme, non, je ne peux pas venir parce que je vous en dessous, ça met les autres et le bateau en danger. Donc, mieux que personne ait de l'alcool et que ça ne va jamais être un problème. Mais là, on sentait bien, comme là, on perd l'authenticité de ce voyage-là. Oh, les colons, ça buvait. Ça buvait leur misère. Quatre heures des 8 heures qu'on pouvait dormir, on était juste 5. Puis l'autre 4 heures, l'autre demi, on était les 10. So on a commencé l'aventure avec 2 hamacs. On a dû fabriquer des hamacs. Puis là, on en avait 4 par la fin. Mais on faisait une rotation pour les hamacs. Et puis le reste couchait par terre. On avait seulement une couverture de laine. That's it. So, si on voulait créer une paillasse, il fallait fabriquer une paillasse pour dormir dessus. La majorité, on dormait juste sur le bois dur. On avait notre petite couverture de laine. Puis, moi, j'étais tellement chanceux d'avoir ceci. C'était comme une deuxième couverture. C'était pas tout le monde qui avait une cape. Même Alexandra est comme, Tristan, je veux que tu coupes ta cape, tu le partages à tout le monde. Puis là, peut-être vous allez passer, ben, t'es égoïste, t'as refusé. Oui, j'ai refusé parce que un colon, dans ce temps-là, ça, c'était tout ce qu'il y avait pour leur identité. C'était qui qu'ils étaient. Un forgeron. Mais le forgeron n'avait pas la cape. Mais quelqu'un qui tient une lanterne, oui. So, j'étais chanceux qu'ils ont pigé ça pour moi. Très chanceux. Bon, l'arrivée a été très spéciale pour moi. Ils nous ont donné un deuxième set de linge pour pouvoir être beau pour l'arrivée. Parce que je ne vous mens pas, quand on dormait la nuit, puisqu'on travaillait dans le goudron puis dans l'huile, c'était imbibé de goudron et d'huile, et puis on respirait ça tout le temps. On le respirait tout le temps. Les seules larmes de joie que j'ai dans toute la traversée. Les autres larmes, c'était des larmes comme sérieuses. Mais ça, c'était des larmes de joie, puis j'étais tellement heureux. Et quand j'ai vu au loin le drapeau franco-manitobain être soulevé, puis je savais, il y a seulement une. Ça, c'était ma mère, là, avec le drapeau franco-manitobain. Ça, c'était vraiment spécial pour moi. Ici, on voit, c'était tambour, c'était parade, c'était la fête. Ça, c'est la différence entre la France solennelle, sérieux, bye-bye, le roi dit que tu t'en vas, au revoir. Tu dois signer avec une croix, il y a un contrat d'engagement et tout ça. C'était pas la fête. Arrivé à Québec, wow, vous savez fêter. C'était le party et puis c'est le sentiment de fête, d'appartenance, comme ça, c'est ça le Québec, c'est ça le Canada, c'est ça notre territoire, c'est ça ce qu'on est fondé dessus, c'est ça ce qu'on a ressenti à notre arrivée à Québec. Je pense qu'on en serait rendu à remercier notre conférencier. Merci à vous. Merci à vous. Tristan, je vais t'offrir un petit cadeau de conférencier. Il y a les 2 dictionnaires. Merci. J'apprécie. J'avais reçu une photo d'une de tes cousines, la deuxième image ici. Wow. Ça, ce sont tes arrière-grands-parents, Antoine et Adéline Lucier, arrière-arrière-grands-parents. Oui. Donc, cette photo-là date de 1908, puis tu es un descendant de cette famille-là. J'avais reçu cette photo-là
une de tes cousines de l'Alberta, qui OK. s'appelle Michelle Greyer. Et voilà, donc c'est la famille qui s'était installée au Manitoba avec tous les enfants. Les noms sont en bas. On l'avait publié une fois dans le bulletin. Merci tellement. Wow, quel beau cadeau.